Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le manque de moyens techniques ou encore l'incivisme, l'insalubrité est devenue un véritable problème à Conakry, la capitale guinéenne. Pour y faire face, le président de la République a récemment annoncé en conférence de presse avec les hommes de médias qu'un financement a été obtenu auprès de la BID, ce qui permettra de faire un appel d'offres à l'international pour transformer les ordures en énergie. Mais en attendant, le chef de l'État parle de l'achat de 50 camions pour améliorer l'assainissement dans la ville de Conakry. Saloum Kondé pour plus de précisions. L'insalubrité est l'une des questions qui préoccupent à Conakry, la capitale guinéenne. En abordant ce sujet avec la presse ce week-end, c'est le comportement incivique de certains citoyens qui indigne tout d'abord le chef de l'État. On met des trucs de bac, au lieu de mettre dans les bacs, vous mettez dans la rue, vous jetez. Il y a des disciplines. Et vous aimez vivre dans la saleté. Je ne peux pas comprendre comment vous aimez vivre dans la saleté. Franchement. C'est inimaginable. Et ensuite, je prends minière. Les gens qui sont là-bas, qui avaient des droits, ont été indemnisés depuis 2090-99. Ils ont été indemnisés, ils devaient quitter. Et les autres n'ont pas conduit ça, sans aucun permis. Mais on ne doit pas le faire comme la forêt de Froment. Vous avez critiqué la forêt. Mais si vous n'avez pas fait ça, regardez ce qui est arrivé à Sierra Leone. Vous voulez connaître la même chose? Quand vous construisez, vous barrez la route de l'eau, mais vous vous trompez. Si vous barrez la route, l'eau va passer. Il n'y a rien de plus fort que l'eau. Contrairement à ce qu'a dit le ministre d'État en charge des investissements sur certains sites d'information concernant la prise en compte de l'insalubrité dans ce dernier accord de financement obtenu auprès de la Chine, le président Alpha Condé apporte une autre version. L'assainissement n'a pas besoin de la Chine parce qu'on a déjà un financement de l'Union européenne dans le cadre de l'accord là et un financement de la Bible. Maintenant, ça servira, une fois qu'on va faire l'appel d'offres, ça servira maintenant à travailler avec une société étrangère qui va, avec les PME guinéens, d'abord, ça va nous permettre d'avoir l'emploi jeune, parce que ça va permettre de créer beaucoup de PME des jeunes qui vont travailler avec lui pour le ramassage et ensuite, dans un deuxième temps, la transformation en énergie. C'est au lieu d'accumuler les ordures, si on les transforme en énergie, il y aura de plus en plus de place parce que ça ne va pas accumuler. Avant de lancer un appel d'offres à l'échelle internationale pour la transformation des ordures à Conakry, le président Alpha Condé demande de fournir l'effort avec les moyens disponibles. Selon lui, 50 nouveaux camions sont opérationnels sur le terrain pour améliorer l'assainissement dans la capitale guinéenne. La lutte contre les violences basées sur le genre reste encore une préoccupation pour la Guinée et ses partenaires. L'enquête nationale sur les violences basées sur le genre indique que plus de 75% des femmes et jeunes filles font l'objet de violences de tout genre dans le pays. Un forum s'est tenu ce lundi à Conakry pour se pencher sur la question. Une initiative du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires de Guinée en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Bountrabi Keïta, compte rendu. Excision, viol, mariage précoce ou forcé, autant d'abus parmi tant d'autres, dont plus de 60 millions de femmes et de jeunes filles sont victimes chaque année à travers le monde. C'est le récent rapport de l'ONU sur la population qui nous le démontre. En Guinée, les chiffres restent aussi alarmants à en croire les partenaires au développement. En Guinée, selon l'enquête nationale sur les violences basées sur le genre de 2016, la proportion des personnes de 15 à 64 ans ayant subi au moins une forme de violence depuis l'âge de 15 ans est de 80,2% contre 91,9% en 2009. Une légère académie quand même. Le taux de prévalence des MGF chez les femmes et les filles de 15 à 49 ans est de 97%, même si, il faut le reconnaître, nous devons questionner nos méthodes de collecte de l'information. Et pourtant, depuis 30 ans, la Guinée, à travers des ONG locales, s'acharne contre ces pratiques. Pour le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, dans sa version Guinée, c'est le moment de faire l'état des lieux. Pourquoi depuis 30 ans, la situation n'évolue pas? C'est le but, c'est l'objectif de ce forum, avec toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui agissent sur le terrain, qu'on puisse évaluer aujourd'hui les défis qui nous
attendent. Les difficultés que nous avons rencontrées, l'état des lieux, on le connaît. Le diagnostic est franc. L'état des lieux, on le connaît. On se bat depuis 20-30 ans pour que ça change. Mais ça ne change pas. Et pour la ministre de l'Action sociale, la lutte contre les violences basées sur le genre nécessite l'apport de tout un chacun. La gravité du phénomène des VDG nous interpelle tous, gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers. Et nous demande d'agir. Agir parce que la violence n'est pas une fatalité. Et que nos coutumes et traditions qui tolèrent ces pratiques doivent changer. Et ne changeront que par notre volonté. Nous retenons qu'aucune culture, aucune religion ne doit cautionner la violence faite aux femmes et aux filles. La problématique des violences sur le genre figure parmi les axes d'intervention du ministère de la Justice qui compte mettre fin à l'impunité dans ce combat. Les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest au cœur d'une rencontre sur lundi à Conakry. Durant 2 jours, les acteurs du dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire feront un bilan à mi-parcours sur la campagne agro-pastorale 2017-2018. Aïssata Fofana, compte rendu. La campagne agricole de cette année, amorcée depuis le mois de juin dans le Sahel et dans la sous-région ouest africaine, a été, d'après des prévisions saisonnières, caractérisée par des conditions pluviométriques excédentaires et hydrologiques qui ont causé des inondations, des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. C'est pour faire le point sur cette situation que le dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire s'est réuni ce lundi à Conakry. Il y a des poches de sécheresse, malgré le fait que la campagne hivernale a été très bonne. Il y a eu par endroits des morts en Sierra Leone, au Niger, en Côte d'Ivoire. Alors donc, cette analyse, les 2 jours qui suivent, nous permettront de dégager la situation de manière globale et nous permettant donc au niveau régional de prendre des dispositions avec tout le monde qui est ici présent pour accompagner la région dans la mise en œuvre de la campagne de contre-saison. Ce dispositif régional, piloté par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, regroupe 17 pays membres, y compris la Guinée. Et pour le ministre de l'Élevage et des Productions animales, les résultats de ce cadre de concertation permettront de mieux comprendre la problématique de la sécurité alimentaire. La tenue en Guinée de la présente concertation régionale aura le mérite de mieux faire appréhender la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à nos populations, organisations et autres acteurs. D'ailleurs, il me semble que ceci soit une des finalités du dispositif régional de prévention et de gestion des crises, en abrégé PREGEC, que le SILS anime depuis plusieurs décennies dans la région. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour les acteurs d'échanger des informations fournies par les pays et les institutions régionales et internationales spécialisées dans le suivi de la campagne agro-pastorale afin d'améliorer les diagnostics et conforter les analyses sur les risques d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Politique à présent dans cette édition d'information. Le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains vient de donner sa position sur un éventuel 3e mandat du chef de l'État. Abordant la question lors de la dédicace de son ouvrage, Dr Mamadi Kaba a affirmé que si le débat venait à être posé, lui et son institution vont s'opposer catégoriquement. Omar Sow, compte rendu. Pendant que le chef de l'État ne s'est toujours pas déterminé pour un éventuel 3e mandat, l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme, elle, ne tarde pas à se prononcer sur un refus catégorique par rapport à l'idée. Pour le président de l'INIDH, si c'était le cas, l'institution qui le représente dira non à une quelconque volonté du professeur Alpha Condé de ne pas vouloir respecter la Constitution. Si le débat venait à être posé, je pense que l'Institution nationale des droits de l'homme aura l'obligation absolue de s'y opposer. Pas d'en débattre, mais de s'y opposer.
Pour Dr Mamadi Kaba, il est inadmissible qu'une institution internationale qui œuvre pour la défense des droits humains accepte une telle démarche. Que les dirigeants de l'institution veuillent ou non, ce serait une obligation. Une institution des droits de l'homme, où qu'elle se situe dans le monde, ne peut pas adhérer à un schéma semblable. Ça, c'est une évidence. Que ce soit avec moi ou pas, l'institution nationale indépendante des droits humains ne peut que s'y opposer de toutes ses forces, qu'elle réussisse à l'empêcher ou non. Après le mouvement des artistes contre un éventuel troisième mandat du professeur Alpha Condé, l'institution nationale indépendante des droits de l'homme, à travers son président, devient la toute première institution à donner sa position sur la question. Après près d'une semaine de soubresauts, la ville de Boké renoue avec le calme. Conséquence directe du retour du courant électrique dans la localité. Dans l'émission La Tribune de l'actualité plus de ce lundi, plusieurs acteurs se sont prononcés sur cette crise qui a secoué Boké et qui a engendré des pertes en vie humaine et destruction d'édifices publics et privés. Bah Mahmoud Alpha. Le mécontentement des populations de Boké est diversement interprété par les acteurs de la vie sociopolitique du pays. D'après Aluseni Makanera Kake du FND et natif de la région, cette révolte est due à la gestion calamiteuse d'un clan des mannes financières tirées de l'exploitation des mines de la localité. C'est le fait que l'exploitation minière là ne profite qu'à une élite, à une famille, à des amis. Ça c'est une réalité. Même le contrat de sous-traitance qui se passe à Boké, tout le monde est recommandé à Conakry. Si c'est pas l'ami du fils, c'est l'ami de quelqu'un. Un avis qui n'est pas partagé par les acteurs de la mouvance présidentielle. Lansana Komara du RPG Arc-en-Ciel lui parle plutôt d'une manipulation politique. Il ne faut pas aller manipuler des groupuscules du côté de Boké pour dire que la population s'est révoltée contre le pouvoir en place. Ça, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'une revendication pour l'eau et l'électricité va jusqu'à casser, brûler le siège d'un parti politique? Les ambitions sont claires. Les mains noires sont derrière, sont connues. Qui sont-ils? Mais les Makanera sont là-bas. Ils vous ont parlé, ils ont dit qu'ils soutiennent, ils sont là. Ils sont commandités, ils sont là. Ah, mais écoutez, arrêtez ça. Le président du Conseil national des organisations de la société civile à la tête d'une mission à Boké pour évaluer la situation entend aussi mettre en place un dispositif d'alerte précoce et des réponses rapides afin d'éviter un regain de violence. Pour ne plus revivre une telle crise, Dansa Kourouma pense qu'il faut créer la confiance. Pour créer la confiance, nous avons besoin de collectivités locales responsables, légitimes, n'est-ce pas, qui sont composées d'hommes et de femmes qui sont choisis par les communautés. Donc c'est la solution durable. Pour Dr Mamadi Kaba, président de l'institution nationale indépendante des droits humains, lui craint une généralisation des manifestations dans les zones minières du pays si des solutions idoines ne sont pas trouvées dans un bref délai. Si les choses commencent à évoluer comme ça, avec des solutions superficielles à des problèmes profonds, on pourrait arriver à des crises majeures dans toutes les régions minières de notre pays. Et ce sera plus difficile à gérer. Et je pense alors qu'il est important que la situation de Boké serve de socle pour trouver une solution globale à l'ensemble des zones minières de notre pays. L'impuissance sexuelle, nous sommes en santé cette fois-ci, est devenue de nos jours plus qu'une pathologie, vu des conséquences qu'elle engendre au sein des couples ou tout simplement des partenaires. Elle se révèle aujourd'hui comme un problème social. Comment le médecin naturopathe perçoit-il cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage de Diao Bachir. La faiblesse sexuelle devient de plus en plus une préoccupation de santé publique. Il ressort des constats de la plupart des médecins que les infections sont à la base de cette maladie. Parmi les conséquences directes de ces infections, selon Dr Gaussou Fadiga, naturopathe, figure l'éjaculation précoce. Si nous prenons par exemple l'éjaculation précoce, qui est devenue une maladie sexuelle répandue, vous verrez toujours que la personne qui est victime de cette maladie a toujours des fatigues générales. Il arrive à facilement dormir, mais il se réveille fatigué ou le corps lourd, donc sans satisfaction. Évidemment, la sexualité a besoin de l'énergie. Donc, manque d'énergie va toujours poser ce problème d'éjaculation précoce, qui est devenu une maladie
de sexualité très répandue. Ces infections non traitées peuvent même provoquer chez la femme la sécheresse vaginale. Elle est caractérisée par une douleur atroce après les rapports sexuels. C'est-à-dire la pénétration, elle est très difficile, elle devient presque impossible. Et quand elle est effectuée, il y a des douleurs énormes, atroces vis-à-vis de la femme après les rapports sexuels. Donc, mais cette maladie est aussi causée par les infections mal soignées. Donc, c'est une maladie aussi répandue. Hein. Mais les femmes ne parlent pas tellement. C'est comme la frigidité. Ça aussi, c'est la tendance hypo chez les femmes. Ça veut dire, difficilement, elle arrive à sentir la sexualité. Et même si cette femme arrive à jouir, elle est énormément fatiguée. Le rhumatisme est aussi une maladie qui peut causer des problèmes de sexualité, précise le naturopathe. Peu sollicitées auparavant par les filles, les perruques ont une grande valeur aux yeux de celles-ci de nos jours. Rencontrées chez elles et dans quelques salons de beauté de la capitale, les filles expliquent diverses raisons qu'elles ont à préférer les perruques que les coiffures faites sur leur tête. C'est un reportage de Fatou Kébé. Autrefois sujet de moquerie, appartenant aux vieilles dames, pensait-elle, de nos jours, les jeunes filles se servent encore plus des perruques pour se rendre belles et présentables à de nombreuses occasions. Rencontrée dans un salon de beauté à Kaloum, Diallo Mariam Sadio est venue se faire une nouvelle perruque malgré qu'elle en a déjà beaucoup, dit-elle. Chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines, je suis là pour des perruques. Là même, je suis venue faire une perruque là, vite fait parce que demain c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Voilà, ça fait l'affaire. À l'heure actuelle, beaucoup de jeunes filles s'intéressent de plus en plus à la pratique de la religion, d'où une autre raison invoquée pour utiliser les perruques. En dépit de toute importance pour certaines, c'est aussi une source de revenus pour d'autres. Quand on utilise les perruques, ça nous permet de payer à l'heure partout où on se trouvera. En plus, les coiffures faites sur tête donnent souvent des maux de tête à certaines personnes. En tout cas, l'affaire de perruque est un bon marché pour nous car ça nous permet de subvenir à nos besoins. Cette autre coiffeuse, rencontrée dans son salon à Corentine dans la commune de Kaloum, nous a confié qu'elle peut recevoir 8 clientes sur 10 par jour qui viennent que pour des perruques. Actuellement, c'est ça qui est à la mode. Les filles ne font que les perruques plus que les tissages. Parce que moi, chaque jour, je peux recevoir les perruques plus que les tissages. Les filles veulent prier maintenant. Comme on le dit souvent, le naturel ressort toujours la beauté d'une personne. Malgré la grande convoitise des perruques, il y en a parmi les jeunes filles qui se contentent de leur nature. J'aime me tresser simple. Tu sais, nous les filles d'aujourd'hui, on ne s'arrange pas naturellement, quoi. Au dire des musulmans, tout ce qu'on rajoute au naturel pour Dieu est mauvais. Mais qu'à cela ne tienne, les perruques permettent aux jeunes filles de suivre les 5 prières journalières de l'islam. Des jeunes veulent porter un des leurs à la tête de la Guinée en 2020, un rêve qui n'est pas loin d'une chimère. C'est ainsi qu'a été créé le mouvement Jeune Président en 2020. Cette structure compte s'étendre à travers le pays. Une activité sportive a été même initiée dans ce sens ce week-end à Dixine, l'une des communes de la capitale, Saalou Yambouno. Pour le changement, nous sommes engagés. Nous sommes motivés. Nous sommes Des slogans de détermination des jeunes prêts à se battre légalement pour un changement positif de la Guinée. Des jeunes sous la bannière du mouvement Jeune Président en 2020 qui se font entendre pour donner la chance à n'importe quel des leurs de prendre les destinées du pays à l'année indiquée. Cette rencontre footballistique se révèle comme un moyen de partager leurs idéaux avec d'autres jeunes de la commune de Dixine. Les jeunes de Dixine Centre, où il y a une de nos antennes, alors a décidé d'organiser ce gala à l'honneur du mouvement Un Jeune Président 2020. Avec eux, nous allons faire ce gala, avec eux, nous allons communiquer, avec eux, nous allons faire savoir un peu à toute la jeunesse guinéenne, à tout le pays, qu'en 2020, les Guinéens ne veulent qu'un jeune président. Le mouvement Jeune Président en 2020 se veut un mouvement social qui incite les jeunes Guinéens à prendre conscience des réalités de leur pays. D'où le slogan « Les jeunes ont compris ». Les jeunes ont compris que le temps est venu pour que les choses changent dans notre pays.
comme je l'ai dit, une génération dans son ensemble a mis ce pays en retard. Alors il faut que ça change. De 58 jusque-là, ceux qui ont géré le pays, par leur expérience, parce que très souvent ils nous parlent de leur expérience a servi à mettre le pays en retard. Alors, nous avons compris que les jeunes, il faut qu'ils viennent pour faire changer les choses, pour donner à la Guinée l'image qu'elle mérite, c'est-à-dire la vraie image dans le concert des nations. Le mouvement compte étendre ses activités sportives aux autres quartiers de Conakry pour se faire plus d'adhérents. Une cinquantaine d'antennes sont déjà installées à travers la capitale guinéenne. L'Amérique d'abord, ce slogan est-il compatible avec l'idéal onusien? Réponse cette semaine avec les premiers pas de Donald Trump aux Nations Unies. Le président américain, très critiqué sur l'ONU, est très attendu à la tribune de l'Assemblée générale. Le patron de la Maison-Blanche, également très attendu sur la question climatique. C'est lui qui avait décidé de sortir l'accord de Paris et il pourrait infléchir sa position. Suivez. Dans l'hélicoptère qui l'emmène à New York, le président se prépare à une semaine de haute voltige diplomatique. Corée du Nord, Iran, les crises du moment occuperont sans doute une large place dans le discours que Donald Trump prononcera demain devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais un point inattendu s'est greffé à l'ordre du jour, l'accord de Paris sur le climat. Selon la presse américaine, Washington pourrait revenir sur sa décision de le quitter. C'est ce que laisse entendre hier le chef de la diplomatie américaine. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires sur l'accord de Paris si nous pouvons trouver des conditions équitables pour le peuple américain. Il y a une chance que les États-Unis restent dans l'accord? Je le pense, le président a dit qu'il était ouvert. Propos contredits au même instant par l'un des proches conseillers de Donald Trump. Ce que le président a dit, c'est que nous nous retirerons de l'accord de Paris. Il a laissé la porte ouverte à ce que nous y revenions plus tard si les États-Unis obtiennent un meilleur arrangement. S'agit-il d'un cafouillage de plus dans la communication présidentielle? Donald Trump devrait éclaircir sa position cet après-midi lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ferme sur ses positions. Ceux qui ne croient pas au changement climatique sont une espèce résiduelle qui disparaîtra bientôt. Une espèce résiduelle ou non, mais dont Donald Trump sera l'un des principaux porte-voix demain lors de son discours, sa première allocution devant une institution, les Nations Unies, qu'il a souvent qualifiée d'inefficace. Restons au pays de l'oncle Sam pour dire que l'Amérique est malade de ces tensions raciales et un nouvel excès de colère dans le Missouri. La ville de Saint-Louis a connu 2 jours d'affrontements violents, des manifestations déclenchées par l'acquittement d'un policier blanc. Il a été jugé pour avoir tué un Afro-Américain. Les faits remontent il y a 6 ans. Suivez. Solidaires dans le drame, des centaines de personnes allongées devant le quartier général de la police de la ville américaine de Saint-Louis, dans ce que l'on appelle en américain un die sit. La 3e manifestation pacifique en 3 jours, et toujours autant de monde et autant de détermination de la part des manifestants dans une ville à cran depuis vendredi. Nous avons un contingent d'officiers prêts à répondre à tout incident qui pourrait survenir. Nous continuerons à garantir que les droits du premier amendement de nos citoyens seront protégés. Cependant, nous ne tolérerons pas la violence contre les citoyens, les policiers ou les biens endommagés. L'acquittement d'un policier blanc dans la mort d'un homme noir vendredi a tourné à l'émeute ces derniers jours. Samedi, à la fin d'une marche dans le calme, de nombreux magasins ont été détruits, plusieurs casseurs interpellés et policiers blessés dans les violences. Depuis, Saint-Louis semble en état de siège. Les manifestants qui dénoncent un racisme institutionnel annoncent qu'ils mèneront des actions de blocage et des rassemblements dans la ville pendant plusieurs jours en réaction au verdict de vendredi. En 2014, comme dans d'autres villes américaines ces dernières années, Saint-Louis avait déjà connu des émeutes après la mort d'un jeune noir américain de 18 ans, tué par un policier blanc. Un des grands dossiers au cœur de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est l'exode des Rohingyas. Vous le savez, ils sont plus de 400 000 réfugiés à avoir franchi la frontière avec le Bangladesh depuis 3 semaines et ils continuent à fuir les violences et les exécutions dont ils sont victimes dans l'état de Rakhine en Birmanie. Et pour ces Rohingyas, ces conditions deviennent très compliquées. Suivez. Après des heures de voyage éreintant, ces Rohingyas sont arrivés au Bangladesh. Mais leur calvaire est loin d'être terminé.
Il faut désormais trouver une place dans ce camp déjà surpeuplé. Ici, à Cox's Bazar, des milliers de Rohingyas s'entassent dans ce campement insalubre et complètement inondé. La situation est critique. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Je pense que toutes les organisations internationales doivent venir très rapidement pour sortir ces gens de cette situation qui les rend très vulnérables. Car à l'évidence, le facteur mauvais temps, combiné à celui de l'eau impure, du manque de nourriture, du manque d'abri, est en train de conduire à une catastrophe humanitaire, à moins que nous ne réagissions très vite. En attendant, les réfugiés Rohingyas s'organisent comme ils peuvent et tentent d'attraper au vol les vivres ou les vêtements distribués par des bénévoles. Face à cette crise, le gouvernement bangladais affirme qu'il est en train d'organiser la distribution de l'aide et que d'autres camps sont en cours d'ouverture. En 3 semaines, près de 410 000 Rohingyas ont fui les persécutions de l'armée birmane et des extrémistes bouddhistes. Le Bangladesh accueillait déjà 400 000 Rohingyas avant le début de cet exode massif. Dernier élément de cette édition d'information, Maria qui devrait frôler les îles du nord des Antilles. Le cyclone va donc éviter a priori Saint-Martin. Et si des efforts sont attendus sur un territoire dévasté par Irma, c'était il y a 15 jours à Saint-Martin, où les secours tentent bien que mal à s'organiser. Suivez. À Saint-Martin, les hélicoptères de l'armée française multiplient les rotations. Ils acheminent du matériel et surveillent le littoral. Cet équipage de la marine est le premier à avoir survolé l'île il y a 12 jours, après le passage de l'ouragan Irma. Les dégâts à la nature et aux infrastructures ont été assez importants, mais ça je pense que tout le monde en est conscient au vu de la violence du phénomène qui a touché les îles. Maintenant, ce qu'on voit également depuis plusieurs jours, c'est que la reconstruction est entamée, une organisation s'est remise en place, l'aide arrive. Chaque jour, des porte-conteneurs rallient Saint-Martin avec des produits de première nécessité pour la population. Et à l'approche du nouvel ouragan Maria, la frégate Ventose, d'ordinaire déployée dans les Caraïbes pour lutter contre le narcotrafic, est venue apporter des provisions d'eau minérale. On en a déjà déchargé une partie, mais là, il y a 44 palettes. Ça fait 22 000 bouteilles d'eau. Ça fait à peu près 33 000 litres d'eau. Car le port de Saint-Martin n'est pas conçu pour accueillir tous les navires de guerre, notamment les plus imposants. Allez, sur la gauche encore. Stop. Ces plongeurs veulent donc s'assurer que des petites barges pourront bien débarquer ici, afin de déployer ensuite les engins de chantier à travers toute l'île. C'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, vous serez en compagnie de Dianka Sissé. Merci encore une fois. Portez-vous bien.